Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Titouan. Ah, moi, j'avais pas compris ça. Au début, je pensais justement que c'était pratique que tu sois là avec moi, parce que comment t'allais parler à ma place. Voilà, parce que figurez-vous que je travaille depuis des années avec ce qu'on appelle un binôme artiste-chercheur. Donc des gens qui savent de quoi ils parlent et d'autres qui transmettent des impressions. Donc moi j'ai des idées intuitives sur les choses. Quand je voyage, j'aborde le monde d'une façon artistique et intuitive. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager avec des chercheurs qui, eux, apportent non pas une vision objective, c'est jamais tout à fait objectif et subjectif, mais je pense qu'ils apportent une connaissance profonde de leur spécialité, souvent qu'ils soient anthropologues, historiens, géographes, voilà. Et en général, donc, quand nous donnons parfois des conférences, n'est-ce pas? Moi, je m'occupe du diaporama derrière, et le chercheur parle. Donc, je vais parler. Voilà. Je vais parler. Alors, d'abord, comme on se disait, on est extrêmement heureux d'être ici, parce que c'est une sorte de chance de promotion pour tous les deux, car il y a de grandes chances que l'année prochaine, nous soyons en même temps ministres. Ce que, franchement, je ne nous souhaite pas. Oui, si j'avais su, je n'aurais pas venu. Moi non plus. Ouais, voilà. Et voilà, donc j'ai été très étonné que tu acceptes, parce que moi j'ai refusé. Voilà. Non, alors, l'eau. Alors, il se trouve que, comme Alina l'a dit, il se trouve que je suis économiste. Économiste des matières premières. Parce que les matières premières m'ont toujours fasciné. Parce que les matières premières, c'est concret. Les matières premières, c'est des êtres humains, c'est des territoires, c'est de la géographie. Mais avant, je voudrais dire que je suis particulièrement heureux de revenir à Saint-Émilion, parce que figurez-vous que je suis membre aussi de l'Académie du vin de France, et que, à la suite de quelques manigances, dont je vous tairai les détails, j'ai réussi à être nommé au bureau de l'Académie du vin de France. Et quand vous êtes membre du bureau de l'Académie du vin de France, vous participez au voyage d'études. Donc vous voyez ce que je dois vous dire, et ce n'est pas chez les dominicains qu'il faut l'expliquer, mais ces manigances sont quelque chose de l'éducation religieuse que j'ai reçue et du complément d'éducation que François Mitterrand a bien voulu me fournir. Donc à ce moment-là, dès que vous entrez dans une association, vous vous faufilez pour être à la place la plus agréable. C'est pour ça que je voudrais saluer avec beaucoup d'émotion la famille Manoncourt, parce que parmi mes nombreux voyages ici, j'ai passé un séjour magnifique avec Thierry, que je salue avec beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration. Alors, l'eau, c'est la matière première des matières premières. Et l'idée de travailler sur l'eau m'est venue un jour où je me trouvais en Ouzbékistan pour travailler sur le coton. Vous savez que l'Ouzbékistan est un des grands producteurs mondiaux de coton. Et je me trouve dans un village, pas loin de Samarcande, et je vois tous les robinets ouverts. Je m'adresse, grâce à l'interprète bien sûr, au responsable du village, et je lui dis « mais c'est pas possible, il faut économiser l'eau ». Il me dit « regardez derrière vous ». Et il y avait l'Himalaya. Je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps et mon énergie à fermer les robinets, puisqu'il y a l'Himalaya. On aura toujours de l'eau. Il faut savoir que cette espèce de coton est un coton qui demande énormément d'eau, puisque le sol, souvenir d'une mer très ancienne, est salé. Donc il faut d'abord nettoyer le sel de ce sol et ensuite fournir à la plante de l'eau nécessaire. C'est 12 000 mètres cubes par hectare. C'est vous dire la quantité d'eau gigantesque, et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a plus d'eau dans la mer d'Aral. Donc je me suis dit, oh, ça, c'est vraiment intéressant. J'avais fait donc ce livre sur le coton, et il se trouve qu'un jour, je reçois un appel de mon éditeur, et qu'il me dit, est-ce que tu as vu le succès de ce livre sur le coton contre toute attente? Personne n'y croyait. Je dis, bien sûr, j'ai suivi. Et alors, il a prononcé cette phrase que j'attendais depuis l'enfance. Il m'a dit, à partir de maintenant,
tu vas où tu veux, je paye. Il ne m'a plus jamais revu. Et tellement pas assez que ce con-là, il est mort. Que j'aimais, Jean-Marc Robert, c'était mon frère, et j'ai perdu quelqu'un d'absolument essentiel. Et donc j'ai commencé par faire donc un tour du monde de l'eau, et réfléchissant à l'avenir de l'eau. Alors j'ai évidemment essayé de changer ma formation, qui était une formation d'économiste, c'est-à-dire une formation d'ignorant, et j'ai commencé à apprendre différentes disciplines, dont l'hydrologie. Et c'est là où j'ai eu cette chance de rencontrer un certain nombre de professeurs, dont un des plus grands spécialistes mondiaux de cette question en hydrologie, qui s'appelle Guylain de Marcilly, qui est présent dans cette salle et que je voudrais saluer avec immensément de gratitude. Cher Guylain. Donc évidemment, quand vous faites une conférence devant votre professeur, il y a une sorte de malaise qui vous étreint, une sorte de trac, et il me dira dans l'oreille après combien je mérite comme note. Donc, cher Guylain, s'il te plaît, sois indulgent. En 2 mots, ce que j'ai vu en travaillant beaucoup sur les climats, parce que je navigue évidemment pas au niveau de Titouan, mais depuis l'enfance, et un jour j'ai eu envie de comprendre les relations entre l'océan et l'atmosphère. Donc j'ai essayé de décrire le portrait du Gulf Stream. Et donc je me suis dit, que la science était possible pour les non-scientifiques, et que donc il fallait élargir considérablement son point de vue. Donc j'ai rencontré des professeurs de climat et qui m'ont parlé du réchauffement. Et quels sont les réchauffements sur l'eau? On vous a dit qu'on peut considérer qu'il y a une quantité globale de l'eau qui n'a pas changé, mais avec le réchauffement, vous avez 2 sortes de mécanismes que vous pouvez constater un peu partout. Le premier mécanisme, c'est que les phénomènes météorologiques extrêmes s'enchaînent. Vous avez des sécheresses de plus en plus nombreuses et de plus en plus terribles qui sont suivies par des inondations, premièrement. Et donc, vous avez des climats de moins en moins tempérés. Et la deuxième chose, c'est que vous avez un mécanisme d'inégalité croissant. C'est-à-dire les régions du monde qui ont déjà beaucoup d'eau semblent en avoir de plus en plus. C'est l'histoire du Canada, c'est l'histoire d'une partie de l'Asie, mais les pays qui ont déjà peu d'eau en auront de moins en moins. Et ce qui va toucher la moitié sud de la France et ce qui nous concerne directement, le pourtour de la Méditerranée, et notamment le pourtour sud de la Méditerranée. Ce qui pose des questions extrêmement graves pour nous, parce que nous sommes solidaires, nous partageons cette mer. Méditerranée, ça veut dire la mer au milieu, Médi, de la terre. Et donc, comment ces populations vont survivre alors qu'elles auront une pluviométrie qui va sans doute diminuer, et alors que déjà leur agriculture est en grand péril. Donc, ces questions-là m'ont entraîné à voyager, parce que la question de l'eau, vous avez des mécanismes globaux, mais en fait, il faut réfléchir bassin par bassin, parce que vous êtes dans la géographie, c'est-à-dire dans l'interaction, et donc dans la diversité des situations. Diversité des situations et aussi diversité des regards pour comprendre les situations. C'est pour ça que quand nous avons décidé à l'initiative de la compagnie qui gère l'électricité sur le Rhône et le développement de la vallée du Rhône, nous avons décidé de faire notre club, de multiplier les regards sur les fleuves. Car vous n'avez pas, c'est pas suffisant d'avoir des spécialistes. Être spécialiste, c'est nécessaire de connaître un peu son métier. Mais le spécialiste ne comprend qu'une partie d'un monde qui est relié. Un monde qui est un monde en interaction, un monde qui est un monde religieux sans faire référence à une transcendance, un monde qui est juste en permanence connecté, un monde d'interaction. Et donc c'est pour ça que dans notre club, nous avons évidemment des ingénieurs, nous avons des spécialistes des barrages, nous avons des spécialistes des écluses et de tous ces mécanismes d'hydrologie, mais nous avons aussi des anthropologues pour comprendre les relations qu'il y a avec l'eau. L'eau, pour nous, c'est la vie. L'eau, c'est la pureté.
Mais l'eau, quand on n'y prête pas garde, c'est aussi le vecteur de toutes les maladies. Pasteur disait, nous buvons 80% de tous les microbes qui peuvent nous arriver. Donc il y a ce double face. Donc si on n'a pas la conception de ce qu'est l'eau pour les populations, comment peut-on traiter ces questions? Et l'eau aussi, c'est l'archéologie, parce que l'eau, ça existe depuis toujours. Et nous avons la chance immense dans notre club d'avoir une très grande archéologue qui est spécialiste du début des villes, il y a 6000 à 8000 ans, dans ce qu'on appelait le croissant fertile entre deux fleuves, la Mésopotamie, du grec méso, milieu, potamos, le fleuve, c'est-à-dire ce qui est à l'endroit de l'Irak, de la Syrie. Et c'est là où c'est un des endroits du monde où on a inventé l'agriculture moderne, c'est-à-dire la sédentarité et l'élevage. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y avait l'eau tout autour. Ce qui me permet de dire que dans cette région du Proche-Orient, il y a un pays qui tient l'avenir de tous ces pays, c'est la Turquie. Parce que la Turquie est l'endroit où il y a toute l'eau qui descend sur le Tigre et sur l'Euphrate. Donc vous voyez, on a d'autres spécialistes et qui viennent des quatre coins du monde. Car quand vous multipliez pas les regards, et ce que disait Titouan est absolument clé, les regards d'irrationnel et les regards artistiques, vous ne comprenez pas la réalité. Et ce qui m'émeut beaucoup d'être à côté de Titouan, c'est qu'il faut avoir ce regard d'irrationnel et ce regard imaginaire. Regardez en amour. L'amour est tissé d'imaginaire. Qu'est-ce que l'amour sans imaginaire? Il y a cette phrase si belle de Paul Valéry qui dit « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Et évidemment, nous devons apporter ça. C'est ça pour comprendre un phénomène. Il faut croiser sans arrêt les regards, croiser sans arrêt les regards. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est un miroir. Mais ce n'est pas le miroir de Narcisse qui regarde sa gueule et qui s'enorgueillit d'être beau comme Alain Delon. C'est pas ça. C'est pas ça. Regardez l'eau et vous y verrez la civilisation à laquelle vous appartenez. Dites-moi, qui produit l'eau? À quel prix? Au bénéfice de qui? Avec quelle pureté? Dans quel climat un peu général? Dans quelle conception du monde? Et je vous dirai à quelle société vous appartenez. C'est ça l'eau. L'eau, c'est le miroir des sociétés. C'est pour ça que depuis que j'ai commencé à travailler sur l'eau, c'est-à-dire maintenant depuis 15 ans, je suis absolument fasciné. Nous avons passé une journée passionnante aujourd'hui en regardant comment une ville aussi importante que Bordeaux gère l'arrivée des pluies, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait? Parce que les sols sont complètement artificialisés. Donc quand vous avez une pluie qui arrive, il y a des ruissellements. Les stations d'épuration sont complètement débordées. Donc, étrangement, plus vous avez d'eau, plus vous avez de pollution. Et tout ça se déverse dans une rivière très particulière qui est la Garonne, avec une sorte de réservoir de boue juste au milieu de la ville qui ne bouge pas, de vase qui reste là, etc. Donc c'est des mécanismes extrêmement complexes. Et il y a un très très grand tableau, une sorte de pilotage comme ça pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait en liaison avec la météo. Donc, tout ça pour vous dire que l'eau, c'est absolument fascinant quand vous croisez les regards. Évidemment, des questions de rareté et de conflits vont se poser. Je vais vous en donner quelques exemples à travers le monde. Premier exemple. Nous arrivons, Bertrand Porquet et moi, qui, avec Marine Thomas, sommes au cœur de ce petit club des grands fleuves du monde, nous arrivons à Addis Abeba. Immédiatement, nous sommes appelés par l'ambassadeur d'Égypte et qui nous demande de nous voir de toute urgence. Nous y allons 3 jours après et il nous dit la chose suivante. Je sais bien que mon pays, l'Égypte, depuis la nuit des temps, a eu une sorte de monopole sur le Nil. Vous savez que le Nil est réparti entre le Nil blanc, qui vient des grands lacs du centre de l'Afrique, 20%, et 80% des très hautes montagnes éthiopiennes, Addis Abeba, où nous étions.
Pourquoi? Parce que la puissance était égyptienne. Et les Éthiopiens n'avaient pas intérêt à pomper plus d'eau dans le Nil bleu, autrement il leur arrivait des bricoles. Ce que nous dit l'ambassadeur égyptien, il nous dit « J'ai appris que dans 2 jours, vous allez survoler le barrage en construction sur le territoire éthiopien, juste à la frontière du Soudan. Alors, je voudrais juste vous dire que ce n'est pas par hasard si l'Égypte a acheté des Rafales à la France. Point. Au revoir, messieurs. Pourquoi? Quelle est la situation? L'Éthiopie aujourd'hui, c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Sur ces 100 millions d'habitants, il y en a 1/5, 20 millions d'habitants, qui ne mangent pas à leur faim et qui ne survivent qu'à cause de compléments alimentaires. Donc il faut relancer l'agriculture et donc il faut de l'eau. Et comme l'eau est pompée par les Égyptiens, ils n'ont pas assez d'eau. Sauf que le rapport de force est en train de s'inverser. Parce que les Éthiopiens ont décidé de construire ce grand barrage contre l'avis de la communauté internationale qui avait été braquée contre les Éthiopiens par les Égyptiens. Et donc, on a taxé tous les Éthiopiens pour construire ce barrage. Donc, ce barrage, une fois construit dans 1 ou 2 ans, il va falloir se demander combien les Éthiopiens vont laisser couler dans le Nil. Et vous savez que l'Égypte, comme on l'a appris tous, c'est le don du Nil. S'il n'y a plus de Nil, il n'y a plus d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'Éthiopie, maintenant, a d'autres alliés, et notamment les alliés chinois, puisque une grande partie des délocalisations chinoises sont installées où? En Éthiopie, parce qu'en Éthiopie, les salaires sont plus faibles qu'en Chine. Et notamment dans le domaine du textile et des automobiles, il y a de plus en plus d'usines chinoises. Donc, c'est assez difficile pour l'Égypte de régner sur toute cette région du monde, à la différence de ce qui se passait avant. Premier exemple. Deuxième exemple, j'ai parlé rapidement, je ne veux pas, parce que si vous me lancez sur l'eau, ça peut durer un temps indéterminé. J'ai parlé évidemment du Proche-Orient, avec cette position extrêmement forte. On parle sans arrêt du pétrole, mais on oublie que s'il n'y a pas d'eau, si on bloque le Tigre et l'Euphrate, il n'y a plus de Syrie, et il n'y a plus d'une grande partie de l'Irak et tout cet endroit-là, il n'y a plus. Et où se passe le robinet qu'on peut fermer en Turquie? Et puis vous avez d'autres situations avec Israël. Vous avez le lac bien connu de Tibériade, et quand vous voyez le Jourdain il ne fait plus que 10 km. Après, il est pompé par principalement les Israéliens avec les Palestiniens qui ont du mal à trouver de l'eau, et avec des systèmes, des projets gigantesques, puisqu'on en est jusqu'à une idée d'aller pomper l'eau dans la mer Rouge, extrêmement salée, de la pomper, et puis par gravitation la faire descendre jusqu'à la mer Morte, faire tourner des turbines, donc créer suffisamment d'énergie pour dessaler l'eau, et à ce moment-là, redonner de l'eau dans la mer Morte, etc., etc. Premier exemple, toute cette région du monde, et quand vous réfléchissez avec les géopoliticiens, vous voyez que ces questions d'eau sont extrêmement tendues et de plus en plus tendues dans toute cette région du monde qui va de la Turquie jusqu'au Kenya. Premier exemple. Deuxième exemple, le Bangladesh. Qu'est-ce que le Bangladesh? Le Bangladesh, c'est un pays, vous savez, qui est né d'une sorte de scission au moment de l'indépendance de l'Inde. Et maintenant, au Bangladesh, vous avez 160 millions d'habitants. Le Bangladesh, cette dernière année, a vécu 2 phénomènes terribles. Le premier, à la suite d'épisodes climatiques extrêmes dont j'ai parlé précédemment, ce pays s'est retrouvé pendant 4 mois sur 50% de son territoire sous 1 à 2 mètres d'eau, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un delta? Un delta, c'est le fils ou la fille des sédiments. C'est-à-dire un delta, il est nourri par tous les sédiments qui sont apportés par les fleuves, comme chez nous en Camargue. Mais s'il y a moins de sédiments,
il n'y a plus de delta. Il n'est plus suffisamment nourri. Quand vous multipliez les barrages en amont du fleuve, évidemment, il y a de moins en moins de sédiments et il y a de moins en moins d'eau douce pour lutter contre un flux. Quel flux? Le flux de la mer qui se dilate étant donné le réchauffement global. Donc la mer enfle, la mer monte, et comme vous avez de moins en moins d'eau douce pour lutter contre la montée des eaux salées, eh bien l'eau salée commence à gagner sur le delta. Et vous savez tous suffisamment d'agronomie pour savoir qu'à un certain moment où le taux de salinité dépasse un certain seuil, vous ne pouvez plus rien cultiver. Alors je vais vous raconter une histoire. Je vais, pour mon tour du monde de l'eau, je vais à Calcutta. Je vais à Calcutta et je visite Calcutta et je vois la misère terrible du nord-est de l'Inde. Le maire de Calcutta me dit « Je sais demain que vous allez au Bangladesh. Donc vous allez dire à vos futurs amis du Bangladesh que nous n'en pouvons plus des émigrés qui viennent de ce pays. Vous voyez la situation des Indiens, on ne peut plus accueillir personne. » Parfait. Je vais le lendemain à Dakar, je rencontre le ministre de l'eau qui me dit « Écoutez, quand vous reviendrez à Calcutta, parce que je sais que vous allez y revenir, vous allez dire quelque chose de très simple à vos amis indiens. S'ils n'avaient pas construit un barrage sur le territoire indien, juste avant la frontière avec nous, le Bangladesh, eh bien, il y aurait toujours suffisamment d'eau douce, que je vous ai expliqué il y a un instant, pour lutter contre l'eau salée qui remonte du golfe du Bengale. Premièrement, il y aurait moins de sable dans le fleuve, etc., etc. Et donc, nous aurions toujours des rizières actives. Mais comme les rizières sont devenues stériles, eh bien, ceux qui habitaient les rizières, ils sont obligés d'aller remonter vers le nord, d'abord dans la capitale du Bangladesh, Dhaka, et ensuite où? Vers l'Inde. Ce que j'ai fait en Inde. Mais évidemment, c'est le rapport des plus forts qui l'emporte. Et vous avez le petit Bangladesh d'un côté, et de l'autre côté, vous avez l'Inde. Donc, vous avez cette situation extrêmement fragile des deltas. Les deltas représentent 800 millions d'êtres humains. Pourquoi? Parce que ce sont les terres les plus fertiles. Vous voyez, donc ce sont ces questions-là très concrètes de géopolitique. Alors, je pourrais continuer. Je voudrais juste vous donner un exemple d'une gestion commune et responsable de l'eau, c'est le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal est le patrimoine commun de 4 pays. La Guinée, où il prend sa source, dans le massif du Fouta Djallon. Il y a beaucoup d'amis d'Afrique ici, vous connaissez cet endroit. Ensuite, c'est le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Et ils ont créé ensemble une autorité pour gérer en commun cette ressource évidemment essentielle. Et ça marche. Et ça marche. Pendant un moment donné, il y a eu des tensions parce qu'il y avait des batailles millénaires entre les sédentaires et les éleveurs avec la Mauritanie et le Sénégal, avec beaucoup de morts. Dans quelle instance on a parlé? Dans quelle institution on a parlé? Dans cette institution qui gère en commun le fleuve Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a une telle nécessité de trouver des moyens en commun pour gérer en commun cette ressource qu'on a réussi à calmer les relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Alors je voudrais maintenant, rapidement, et puis passer la parole à Titouan, mais vous imaginez, cette question m'habite complètement, vous donner des chiffres que vous avez déjà donnés. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation avec l'eau qui rassemble 2 mécanismes. Le mécanisme des cycles, parce qu'il y a des moments où il fait plus chaud, puis d'autres plus froid, et puis etc., etc. Et puis le mécanisme des tendances. Donc il faut bien voir que ce n'est pas contradictoire. Vous pouvez avoir des cycles comme ça, et puis des tendances. Et ce que l'on constate depuis quelque temps, c'est qu'il y a quelques très bonnes années, mais il y a moins d'eau dans les fleuves de France.
Et phénomène d'autant plus inquiétant qu'il y a de plus en plus besoin d'eau, parce qu'il y a de plus en plus de population et de plus en plus de pratiques qui utilisent l'eau en se moquant d'une hypothétique rareté, disent-ils. Et donc, regardez ce qui est en train de se passer avec le Rhône. La compagnie qui a été à l'origine de notre initiative des Grands Fleuves, Compagnie nationale du Rhône, vend son électricité qui est fabriquée à partir de 19 barrages, mais pour produire de l'électricité, elle a besoin de beaucoup de débit. Or, ce débit diminue. Pourquoi? Parce que l'eau qui vient d'un glacier, de la pluie d'un côté, et puis d'un glacier. En été, elle vient de la fonte du glacier. Si le glacier rétrécit, il y a moins de réservoirs dans les moments où, normalement, il y a moins de pluie. Donc, quand vous avez moins d'eau, vous avez moins d'électricité, donc vous avez moins d'électricité renouvelable. Et si, en plus, il y a une pression des villes et une pression de l'agriculture, puisqu'il y a plus de population et qu'on n'a pas fait évoluer les pratiques culturelles, évidemment, vous êtes dans une situation difficile. Nous revenons des coteaux de Gascogne avec Marine et Bertrand. Et nous avons vu que le débit de la Garonne diminue tendanciellement. Et la même chose pour la Dordogne. Donc cette question nous pose une vraie interrogation, une alerte en disant qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, vous savez, et je m'arrêterai là-dessus, et puis on pourra reparler, et puis répondre bien sûr aux questions que vous voudrez bien poser, mais ce qui me frappe de plus en plus, c'est que nous et ma génération, nous avons accumulé les dettes. Et je me souviens d'une discussion avec un de mes interprètes chinois, et je lui disais, vous avez travaillé 6 ans en France, qu'est-ce que vous pensez de notre pays? Et il me disait, votre pays il est formidable, très bien, nourriture à peu près aussi bonne que chez nous, les gens peuvent être gentils, etc. Il y a un problème en France. Ah bon, quel est-il? Vous n'aimez pas vos enfants. Comment? Mon petit Sébastien, ma Judith adorée, je ne l'aime pas. Non. Un pays qui fait tant de dettes n'aime pas ses enfants. Et les dettes que nous avons accumulées, ce ne sont pas seulement des dettes financières, c'est des dettes environnementales. Nous sommes les champions du monde pour mettre sous le tapis de la poussière et libre à nos enfants de découvrir la poussière et d'en payer le prix et s'en débarrasser comme on pourra. Donc cette question-là, ce n'est pas possible. Et ça pose une question, puisqu'on est là aussi pour poser des questions et pour faire réfléchir. Une vraie question, et là je parle aux élus, une vraie question de la relation entre la démocratie et le long terme. Il faut énormément de vertu au sens latin, de courage, pour choisir une solution qui ne se voit pas tout de suite, mais qui aura des répercussions plus tard, c'est-à-dire après la fin du mandat, plutôt qu'une action extrêmement visible tout de suite, et dont on se dit qu'au fond, ça ne sera pas bénéfique à long terme, c'est-à-dire pour les enfants. D'où la question, comment peut-on redonner de la valeur au long terme dans les démocraties? C'est pour ça qu'un des points extrêmement dérangeants qui est posé, c'est une sorte de tentation d'aller vers les régimes autoritaires. Et moi, je vais chaque année prendre des leçons de long terme où? À Singapour. Singapour qui n'est pas, et de loin, le pays le plus démocratique. Mais à chaque fois qu'on va les voir, ils sont à 30 ans. Au lieu de mettre des digues, ils déménagent leur port, qui est le 2e port le plus important du monde, et ils augmentent de 2 mètres le niveau du futur port, en disant, de toute façon, ça va monter. Nous, on ne peut pas faire. Et notre répétition, notre antienne est de dire, après nous, on verra bien. Donc, là, vous voyez que dès que vous commencez à réfléchir sur l'eau, vous réfléchissez, et ça c'est la merveille de la langue française, non seulement au temps qu'il fait,
mais au temps qui passe. Merci. Aman Iman, c'est un dicton que tu dois connaître qui veut dire l'eau c'est la vie en touareg. Voilà, on connaît bien le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, mais c'est pas de ça dont je vais vous entretenir. Je serai moins brillant que mon camarade qui a fait le tour du monde de l'eau. Moi, j'ai surtout fait le tour du monde sur l'eau, et c'était de l'eau salée. Donc on peut aborder l'eau salée. Et d'ailleurs, récemment, alors je voudrais vous transmettre une certaine émotion que j'avais eue avec un chercheur d'ailleurs. J'étais en l'occurrence le directeur du CNES, avec qui je travaille sur des cartes justement, des cartes marines, vues du ciel, et qui m'a dit, qui m'a fait voir l'océan. L'océan, vous savez, c'est la surface de l'océan, c'est 70% de notre planète. Donc c'est énorme. Mais il m'a dit, il ne faut pas le regarder comme un énorme réservoir à la profondeur abyssale ou avec des eaux, une circonférence qui se perd derrière les horizons. Non, non, il me dit l'océan, il dit, il faut le voir comme une flaque. C'est juste une flaque qui est posée sur l'écorce terrestre. Et cette flaque, elle fait 3 km en moyenne, à peu près. Donc c'est très peu. 3 km, c'est rien. Et c'est exactement d'ailleurs la même. On a 3 km d'air respirable autour. Donc on vit dans 6 km. Et d'avoir cette idée, dans 6 km, qu'on s'est appliqué depuis ce qu'on appelait la révolution industrielle, a totalement dégradé. Mais monsieur parlait de Edgar Morin. Edgar Morin disait, maintenant on pourrait dire que nous sommes les Homo sapiens, mais les Homo sapiens, une nouvelle forme, Homo sapiens démence. C'est-à-dire que c'est un suicide. Alors, et il rajoutait d'ailleurs, et donc cet océan, c'est cette flaque, mais on y déverse, c'est-à-dire que c'est une poubelle, l'océan, c'est-à-dire que c'est une poubelle, alors que c'est cette petite flaque, c'est quand même pour nous, c'est un espace nourricier, et surtout pour moi, ce qui compte aussi beaucoup, c'est un espace de mouvement et de liberté qui aujourd'hui disparaît d'ailleurs, comme la qualité nourricière de l'océan, par la surpêche. Et aujourd'hui, là, on a devant les yeux des scandales, des migrations, etc., qui sont empêchés, alors que c'est de toute éternité. Alors, ce que rajoutait le chercheur du CNES, c'est que cette petite flaque, il suffirait qu'il y ait une grosse comète qui passe à proximité de la Terre et piouf, elle aspirerait tout l'océan, il n'y aurait plus d'océan, donc on n'aurait plus de problème de pollution, on n'aurait plus de problème du tout. Et ça serait terminé, l'histoire. Ça serait très clair. Voilà. Alors, donc, et il y a une façon de voir l'océan. Voilà, quand je parle de se mouvoir, il y a un océan que je chéris particulièrement, c'est l'océan Pacifique. Et cet océan, vous savez, qui a été découvert par Bougainville, Cook et tout ça, sauf que il avait été sillonné depuis 4000 ans ou 4000 ans avant eux par les navigateurs océaniens qui ont, eux, découvert en tout cas ces îles et qui habitaient depuis 4000 ans. Et donc ces océans, je voulais citer qui a une vision de ces océans, et ce sont des gens qui ont ici, quelqu'un me parlait ici de la protection des zones humides dans la région, et là-bas vous avez les Iliens. Alors les Iliens sont présentés souvent, les gens qui vivent au bord de l'eau, donc qui sont présentés souvent comme des populations toutes petites et très isolées. Et ça a été une manière, même pour eux, de se dire, mais on s'en sortira jamais, de toute façon, on sera toujours trop petit puis trop isolé pour pouvoir. Donc, ils ont été, encore aujourd'hui, colonisés par l'Europe, la Chine, tous les pays qui se partagent les richesses qu'il y a là-bas, c'est-à-dire les zones de pêche, etc., etc. Mais il y a un chercheur qui vient des îles de Tonga, qui s'appelle Epeli Auofa, qui est très connu dans les îles, fait par les gens, par les Océaniens, parce qu'il a présenté les choses différemment. Il a dit, mais non, nous ne sommes pas isolés, nous sommes le peuple de la mer.
ce sont les Occidentaux, ou les coloniaux en tout cas, qui ont inventé la Polynésie française, qui ont inventé la Mélanésie, qui ont inventé la Micronésie, qui ont séparé, qui continuent à séparer d'ailleurs en zones stratégiques à une époque pour faire des explosions nucléaires, par exemple, dans les Bikini ou au Tuamotu. Ce qu'ils appellent, ils ont un certain humour quand même, ces gens, ils appellent ça la période des champignons de Paris. C'est très drôle. Non, on est quand même allé faire péter c'est scandaleux. Et donc, Epeli Auofa dit non, nous sommes le peuple de la mer, nous sommes les Océaniens, nous ne sommes pas des Samoa, anciennes colonies allemandes, nous ne sommes pas des Tahitiens, toujours sous le drapeau français, mais européens. Nous sommes le peuple de la mer. Et imaginez l'océan, c'est ça. Imaginez l'Europe. Vous avez Berlin, vous avez Madrid, vous avez Bordeaux, etc., Lisbonne. Ben, nous, c'est pareil. Nous, on a les îles, c'est les villes de cet océan. Nous sommes les peuples de la mer. Et ils ont traversé, et ils ont une culture qu'ils arrivent à retrouver. Alors ça, c'est assez rassurant. Je vais vous parler en particulier, par exemple, d'un petit archipel qui m'est cher, qui est l'archipel des Marquises, et qui est un endroit extrêmement préservé pour la faune et la flore maritime, en particulier. C'est d'une richesse inouïe. Et vous me direz, c'est parce qu'ils ne sont pas très nombreux aux Marquises, mais ils n'ont pas fait exprès. C'est-à-dire que quand les Français sont arrivés, se sont emparés des Marquises et de la Polynésie française. C'était dans les années, au milieu du 19e siècle, 1840. Ils l'ont fait d'une façon extrêmement violente, c'est-à-dire par la force, c'est pas par la conviction. Et il y avait à l'époque, on estimait entre 80 et 100 000 habitants dans tout l'archipel des Marquises. C'était pas énorme, mais c'était pas mal. Et c'est Melville, un des premiers écrivains merveilleux qui a décrit ce moment, d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Taipi. Et Melville décrit les Marquises à ce moment-là. Et quelques 50 ans plus tard sont arrivés d'autres personnages qui sont Robert Louis Stevenson, Jack London, Gauguin, qui avaient tous, d'ailleurs, entre Melville et eux, partagé une aversion pour l'administration coloniale et pour leurs corollaires, les missionnaires chrétiens. Et quand sont arrivés, 50 ans plus tard, Stevenson, Gauguin, ils n'étaient plus 100 000 habitants en 80, ils n'étaient plus que 2000. 2000 qui avaient été décimés par les maladies qu'on leur a amenées, d'une part, qui étaient je sais pas, les syphilis, autres tuberculoses auxquelles ils n'étaient pas préparés. Et Stevenson explique aussi cela, ça a été aggravé par le génocide culturel qu'a pratiqué l'Église et les missionnaires, qui fait que c'est un peuple qui s'est laissé mourir. Mais aujourd'hui, on peut remarquer alors je vais revenir à l'eau quand même, là on a fait un petit détour. Les Marquises sont un peu plus repeuplés, puisqu'ils sont 9000 aujourd'hui, 9 à 10 000 habitants dans toutes les Marquises. Donc on se marche pas dessus, quoi, quand même. Et ils ont une façon de vivre, les Marquisiens, c'est ce qui est admirable, ce qu'ils essayent de retrouver, ils s'organisent, ils ont créé une académie de langue, ils essayent de retrouver leur culture ancestrale, qui est très liée aux étoiles et à la mer, et d'essayer de retrouver ce qui a été pendant un siècle et demi, non seulement nié, mais détruit. Et ils y arrivent assez bien, et ils gèrent très bien leur environnement. Parce que un Marquisien, vous voyez, ça a plusieurs activités. Par exemple, il y en a quand vous allez là-bas. Alors, ce séjour, il ne faut pas y aller pour faire un régime aux Marquises, parce qu'ils n'arrêtent pas de. Enfin, ils s'alimentent très bien et beaucoup. Ils sont très très costauds. Et on a des produits de la mer, des produits de la chasse. Et pour gagner un peu d'argent, parce qu'il faut un petit peu d'argent pour mettre des unités dans le portable quand même. Ils cultivent du copra qu'ils vendent à Tahiti, et ils font aussi quasiment tous de l'artisanat, c'est-à-dire que comme leurs ancêtres, ils font des petits tikis en os et en cailloux. Et c'est une société qui vit relativement équilibrée, qui est très peu développée, c'est peut-être pour ça, mais dans un très bon sens, parce que là-bas, vous allez dans la baie d'Anao, par exemple, où était arrivé Stevenson en 1888. Pour aller dans cette baie, il faut soit prendre un cheval, soit un bateau, mais il n'y a pas de route.
La baie d'Anao n'a pas changé. Et les Marquisiens aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, ne veulent pas de ce développement. Ils disent OK, on veut bien la fibre, nous, on veut bien Internet, mais on veut pas de route, on veut pas de choses comme ça. Et alors c'est assez rassurant d'ailleurs, mais c'est un peu partout dans le monde aussi, c'est ce que tu disais, je crois. Il y a quand même une prise de conscience écologique assez généralisée, même si Pierre Rabhi disait ce matin à la radio qu'on n'avait pas gagné, et loin de là le combat. Mais il y a quand même une grande prise de conscience collective, et qui est très bien reflétée par les Marquisiens et leur façon aujourd'hui de retrouver leur culture et le respect de la nature. La culture de ces peuples-là, qui sont pas monothéistes, c'est quand même tous représentés par des dieux qui sont soit des étoiles, soit des éléments de la nature, où on protège, là, par exemple, pour construire les bateaux. Là, vous allez à Futuna, par exemple, il y a eu une recherche qui a été faite très intéressante, où on a retrouvé la façon dont les hommes protégeaient justement les zones humides de l'île, où il y avait toutes les essences de bois très riches dans ces îles, mais Futuna, c'est pas une très grande île, et ils construisaient pas mal de bateaux. Et il y avait un conseil des sages qui décidait que telle année, on pourra couper tel arbre, et telle quantité, et telle année, ça sera interdit, ou tabou, c'est les forêts tapou, ils appellent ça, c'est tabou. Et ils ont géré comme ça pendant des milliers d'années leur richesse. Et voilà. Et il se trouve que, alors si on peut se réjouir qu'il y a une prise de conscience collective, on peut observer aussi que la cupidité individuelle aujourd'hui n'a jamais été aussi puissante dans toute l'histoire de l'humanité. Un type un industriel, pour s'enrichir à court terme, peut causer des dégâts que personne n'a jamais imaginés depuis l'aube de l'humanité, je pense. Et par exemple, je vous cite un exemple en ce moment. Alors, certains marquisiens, ils sont quand même quasiment tous dressés contre un projet qui leur vient de l'administration centrale de Tahiti, où il y a un type avec la défiscalisation qui a trouvé qu'il fallait résorber le problème du chômage aux marquises. Donc j'ai pas vu un chômeur aux marquises, d'abord, ils ne touchent pas d'indemnité, puis de toute façon, ils sont tous très occupés pour aller se nourrir et vous offrir de beaux repas quand vous allez les visiter, donc il n'y a pas de chômeurs. Mais le projet, c'est d'armer 100 tonniers et doter de bateaux-usines pour aller résorber le problème du chômage aux marquises. Et ça, c'est de la défiscalisation territoriale et nationale. Et quoi, il doit y avoir, un armateur donc qui monte ce projet. Il y a peut-être quelques-uns de vos collègues politiques de la région là-bas et il y a un marquisien d'ailleurs qui était Alors le projet n'est pas fait, rassurez-vous, mais vous voyez un peu, j'essayais de vous décrire les marquises, c'est pas le paradis, mais c'est un endroit qui est assez préservé, où il y a une conscience de cette culture et de cette préservation. Et un projet comme ça débarque, et un projet qui peut malheureusement aboutir. Et c'est totalement anachronique. Enfin voilà. Voilà, je pense que je suis arrivé au terme de mon allocution océanienne. Voilà, je suis parti par là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Alors je vais enchaîner. Ce que j'ai appris en connaissant un peu mieux la mer, c'est-à-dire pas la mer de surface pour pas arriver tout à fait dernier dans les régates, mais un peu plus profondément, si c'est le cas de le dire. La première chose, c'est que la mer et les mouvements de la mer, c'est pas homogène. C'est-à-dire que, en fonction de la profondeur, vous avez des températures différentes, et puis vous avez des salinités différentes et des compositions différentes. C'est-à-dire que vous avez des tas de mouvements qui paraissent incohérents parce que c'est simplement lié à des profondeurs différentes. Et je me souviens quand j'ai été dans le Grand Sud avec Isabelle Autissier, on voyait des mouvements des icebergs qui paraissaient absolument incompréhensibles. Et c'était simplement parce que, en fonction de la hauteur des icebergs, vous savez, il y a 9 sur 10 sous l'eau et puis 1 sur 10 qui tient, ça dépendait de la taille. C'est-à-dire
à quelle profondeur ça plongeait et quel était le courant qui les entraînait dans les profondeurs. Et vous aviez l'interaction entre le courant et le vent. Et donc vous aviez des sortes de danses entre les glaciers, et nous, on était obligés de naviguer au milieu de cette danse, et avec une sorte de plaisir malin, à peine avait-on trouvé un lieu de mouillage en s'accrochant sur des parois, qu'un iceberg, beaucoup plus gros que nous, arrivait juste pour nous prendre notre place. Et comme dit Audiard, quand quelqu'un de 120 kilos parle, celui de 60 écoute. Donc on se tirait. Donc la première leçon, c'est que la mer, elle n'est pas homogène. La deuxième leçon, c'est que pour comprendre la mer, il faut comprendre que dans la mer, il y a des horloges qui ont chacune un rythme qui n'a rien à voir. Il y a l'horloge des marées qui peut être de 6 heures. L'horloge du Gulf Stream que j'ai étudiée, c'est 1200 ans. C'est-à-dire les eaux partent du golfe du Mexique, très chaud, très salé, ça remonte, puis ça plonge en mer de Norvège, ça fait tout un parcours qu'on appelle thermohalin dans les profondeurs, ça va à l'extrême sud de l'Atlantique, c'est pris par le courant circumpolaire, ça revient par capillarité dans l'océan Indien, ça revient en surface, ça revient sur l'Atlantique et c'est repris par le courant équatorial et ça se retrouve 1200 ans après dans le golfe du Mexique. Et puis, il y a d'autres axes, c'est-à-dire l'écliptique, c'est-à-dire l'axe de la Terre par rapport au Soleil, etc. Il y a les horlogeries, de tout ça. Donc, il y a énormément d'horlogeries. Et alors, je me suis dit, mais au fond, c'est pas du tout ce que j'avais appris en tant qu'économiste. Parce qu'en économie, surtout dans ces périodes de croissance, il y avait la ligne droite. Et on s'aperçoit que dans la vie, il n'y a pas de ligne droite. Ça n'existe pas, il n'y a que des cercles, des spirales, ça monte, ça descend, avec des grands mécanismes de recyclage. Et à ce moment-là, la réflexion toute bête m'est venue, en travaillant sur Pasteur, en me disant qu'au fond, qu'est-ce que la vie ? La start-up qui a le mieux réussi. C'est une start-up qui dure depuis 4 milliards 500 millions d'années. Et donc, quand on fait quelque chose qui s'éloigne des principes même de la vie, il faut se dire, il y a peut-être un truc là qui ne va pas. Ce qui justifie des pratiques, notamment d'économie circulaire. Parce que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Le déchet, c'est la ressource de la vie d'après. Et c'est pour ça que j'ai travaillé, moi, sur l'économie circulaire depuis quelque temps. C'était passionnant. Je vous donnais un exemple, toutes sortes d'exemples. Hein. Pas loin d'ici, les avions découpés, à Langon, les matelas, etc. Mais je vais vous donner un exemple. En Suède, je vais en Suède, et je vois un industriel du pain. Et il me dit, avec les nouvelles demandes des consommateurs, ils veulent plus de croûte et ils veulent plus couper eux-mêmes. Donc, j'ai plein de miettes de pain. Alors, je peux les donner aux pigeons ou faire de la chapelure, mais au bout d'un moment, quand même, il m'en reste 2000 tonnes. Qu'est-ce que j'en fous ? Eh bien, je vais les apporter à une centrale particulière qui va séparer les matières grasses des miettes de pain qui seront utilisées pour nourrir les animaux. Et le sucre sera utilisé pour fabriquer de l'éthanol qu'on mettra dans le réservoir des voitures à hauteur de 10%. Donc c'est pour ça que je me souviens avoir trouvé avec délice un titre, parce que de temps en temps vous avez des petits plaisirs solitaires chez les écrivains, et ce titre c'était « Donner du pain à sa voiture ». Mais il y avait d'autres mécanismes que j'ai trouvés avec mes profs, puisque j'ai plein de profs, puisque comme je suis ignorant de base,
Je prends des profs comme Guylain de Marcilly, comme Corinne en architecture, comme Pascal en histoire des religions, comme je me nourris de profs. J'ai cette chance de rencontrer des profs comme ça. Donc, ils m'apprennent sans arrêt des mécanismes. Et il se trouve que, encore une fois, par les hasards et les manigances de la vie, je vous rappelle, éducation religieuse, François Mitterrand, j'ai réussi à être élu à l'Académie française au fauteuil de Pasteur. Donc, totalement illégitime. Totalement illégitime. Donc, j'ai un peu travaillé et j'ai trouvé ces mécanismes. Et alors, un de mes profs de biologie m'a dit cette chose très simple. Nous, êtres humains, nous avons en un siècle 4 générations. On voit bien ce qui se passe avec nos enfants. Ils sont beaucoup mieux informés que nous, mais beaucoup plus bêtes, beaucoup plus grands, mais un peu incertains dans l'attention, etc. Enfin bref, ils sont différents. Ils sont différents. Les moustiques, ils ont, comme leur durée de vie n'est que de 35 jours, ils ont 800 mutations. Et on s'étonne qu'ils s'adaptent aux insecticides. Donc vous voyez, c'est ce genre de mécanisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la vie et regardons chez nous. C'est pour ça que notre ami Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle, il m'a raconté toutes ces histoires-là. Il m'a dit, mais regarde dans la vie. Et c'est hallucinant de voir qu'on peut atteindre un âge sérieux, qui est le mien, et d'être aussi ignorant. Eh bien, je vous assure que tous ceux qui ne sont pas scientifiques parmi vous, vous pouvez le faire. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est justement avoir une conscience plus grande, car les alertes sont là. Et je me souviens, je connais ça, la première fois où j'ai navigué dans l'archipel du Cap Horn, quand je suis revenu, on m'a dit « alors, tu n'as pas eu de tempête, etc. » Très bien. Et puis après, 10 ans après, ils m'ont dit « alors, est-ce que ça fond ?» C'est-à-dire, il y a une prise de conscience qui a augmenté. Mais il y a un autre point qui est extrêmement important. Et ça, pourquoi je parle moins de l'eau, mais en étant fidèle au titre de ces rencontres de biotopes, c'est-à-dire quel est l'espace qui est concerné. Être conscient des choses est une première étape qui n'est pas suffisante. Il faut croire à ce qu'on sait et en tirer les conséquences. Chacun d'entre nous sait qu'il va mourir. Est-ce qu'on en tire toutes les conséquences? Est-ce qu'on dit assez qu'on les aime aux gens qu'on aime? Oui, c'est même la seule chose dont on soit certain. La seule chose dont on soit certain, et c'est la seule chose qui nous fout la trouille. Alors, oui, mais en même temps, ça dope. Moi, je sais que je pense à la mort tout le temps, et je me dis, mais qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'il serait possible de faire? Et c'est pour ça que j'ai commencé. Je suis complètement nul, mais un peu de musique, un peu de truc. Quel est mon regret? C'est-à-dire, quand l'infarctus va me terrasser, quand je descendrai de chez le radiologue avec plus aucun espoir, je me dis, bon, c'est vraiment chiant, mais j'aurais tout bouffé dans la vie que j'aime tant. Tu vois, genre. Alors, peut-être des questions. Peut-être des questions, parce que pour être très franc, parler de tant de liquidité donne soif. Ça donne super envie d'aller dans la marquise. Oui. Merci beaucoup. On a pas du tout envie de vous arrêter pour poser des questions. Non, mais méfiez-vous, parce que si on peut continuer infiniment. Non. Alors,
ce qui se passe, il y a des mécanismes assez complexes sur la circulation du Gulf Stream, hein, puisque le principe de ce qu'on appelait le tapis roulant, c'est les différences de température. Quand vous avez au même degré de salinité, exactement comme dans l'atmosphère, une matière qui est légère et une matière qui est lourde. Quand la matière légère devient lourde, elle plonge, parce qu'elle est plus pesante, donc elle plonge. Comme elle plonge, elle entraîne le reste de la masse, ce qu'on appelait le tapis roulant, vous voyez ? Tapis roulant descendant. C'est-à-dire que vous avez une eau très chaude qui arrive jusqu'en mer de Norvège, où elle se refroidit. Pour simplifier, je ne parle pas des variations de taux de salinité, mais vous avez une eau de plus en plus lourde. Étant de plus en plus lourde, elle plonge. Elle plonge, elle va dans les profondeurs. Elle est prise par le courant le plus puissant de la Terre, qui est le courant circumpolaire. Et à un certain moment, cette masse d'eau arrive dans l'océan Indien, comme je vous l'ai dit, et que là où elle se réchauffe, et petit à petit, par capillarité, elle remonte à la surface, elle repasse à l'Atlantique, et puis elle est prise par le courant équatorial, qui est le courant qu'a utilisé Christophe Colomb quand il est descendu suffisamment bas, que tu connais par cœur, parce qu'il y a à la fois le courant et les alizés. Parce qu'il y a... C'est un peu compliqué parce qu'il y a à la fois les masses d'eau et puis les vents, bien sûr. Le courant des vents, vous savez que alizé, ça veut dire lisse, ça veut dire qu'il y a une régularité des flux des vents quand vous prenez les alizés, qui sont les alizés du nord-est. Donc, vous avez ces grands mécanismes comme ça. Et plus la mer est chaude, moins vous avez ces mécanismes de refroidissement. Donc, moins vous avez ces sortes de tapis roulants puissants. Donc, si la mer reste chaude, à ce moment-là, ça descend bien moins tard et avec moins d'ampleur. C'est un peu ces mécanismes. Et alors après, on a des mécanismes assez complexes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que pour la même latitude, il fait si chaud chez nous par rapport à la même latitude au Canada? Il y a des grands débats là-dessus. C'est une partie à cause de cette masse de mer chaude qui nous arrive du golfe du Mexique, mais aussi de la répercussion sur ces masses chaudes des vents qui tournent principalement, et notamment en altitude, des jet streams qui viennent de l'ouest et chez nous. Donc vous voyez, vous avez tous ces mécanismes, des dialogues entre l'eau et le vent. Mais je voudrais vous raconter une histoire qui concerne l'eau salée, et qui est une histoire magnifique. C'est l'histoire de la dérive des continents. L'histoire de la dérive des continents, au début, il y a un continent central, et puis les continents y dérivent. Et l'Antarctique, au début, n'est pas au sud, et quand l'Antarctique est au sud, après toute une suite de dérives, l'Antarctique n'est pas froid. L'Antarctique, à cette époque, est encore relié avec le continent sud-américain, le continent américain. Et puis, la dérive continue, et vous avez une faille entre la pointe sud de l'Amérique latine et la pointe nord du continent antarctique, qui est ce qu'on appelle la pointe, la presqu'île, et c'est là où on naviguait avec Isabelle. Et donc vous avez cette faille qui s'agrandit. Cette faille s'agrandit et ça s'appelle le détroit du Drake. C'est un endroit assez terrible où les dépressions se succèdent, qui sont en général des dépressions d'ouest, et qui animent ce formidable courant circumpolaire qui vient d'ouest en est. Et ce courant fait barrage aux eaux chaudes, puisqu'elles sont frappées perpendiculairement par les rayons du soleil, qui viennent de l'équateur. Donc là, vous avez l'Antarctique, qui est au sud et qui commence par être froid. Commençant par être froid, les précipitations qu'il reçoit deviennent de la neige. La neige est blanche, c'est-à-dire que tous les rayonnements du soleil qui le frappent sont renvoyés et l'énergie n'est pas emmagasinée. Plus ils sont blancs, plus ils sont froids. La neige se sent en glace, de plus en plus blanc, de plus en plus froid. Pourquoi ?
parce que l'Antarctique s'est trouvé séparé par le détroit de Drake et par le courant circumpolaire, ce qui fait que le froid de l'Antarctique est un drame de la solitude. Si vous voulez, on a un sentiment qu'on connaît bien quand on est en bateau, et moi je sais que c'est ce que j'ai appris en tant que petit Parisien. Je venais de Paris 10 mois par an et tout était stable, à part le mariage de mes parents. Tout était stable. Je ne voyais même pas passer les saisons. Et puis j'arrivais en Bretagne Nord, où le mardage, l'écart entre la mer haute et la marée basse, était de 10 mètres. Et je me suis dit, mais la vérité, c'est l'instabilité et le cycle. Et c'est là où je me suis dit, oh, mais au fond, c'est l'instable qui est la vérité, c'est pas le stable. Et quand on est en bateau, c'est ça qui me frappe, c'est qu'on est sans arrêt en équilibre, en déséquilibre. Il faut sans arrêt s'inventer soi-même et allier ces deux forces qui sont l'humilité, parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer, il va lui arriver des bricoles, mais quand même l'obstination, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire son voyage. Et quand on est humble et obstiné, on devient fréquentable. Alors, je voudrais, parce que évidemment c'est un peu là, je suis dans mon domaine parce que j'ai parlé toujours. J'ai appris à parler très très tôt. J'ai fait chier tout le monde en parlant. Et quand on écrivait, on est seul. Donc quand on voit des êtres humains, on parle. Mais ce que vous allez voir demain, l'expo de Titouan est absolument magnifique. Et là, quand on est comme moi, on ferme sa gueule et on admire. Donc allez demain. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, vous avez dit tout à l'heure que la prise de conscience ne suffit pas, qu'il faut aller plus loin, et vous avez dit aussi qu'en économiste, vous aimez le concret. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les générations futures? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter le désastre annoncé? Voilà, je pense que c'est ça le cœur de la question. Merci. La réponse est dans le titre de ces rencontres. Moi, je pense que, en résumé très large, réfléchir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à ce qui ressemble à la vie, premièrement, et d'autre part, trouver le bon espace où mettre en œuvre. Et quand j'entends qu'une appellation, j'aime bien ce mot, aussi prestigieuse que Saint-Émilion, va vers le bio, vers la biodynamie, etc., ça va être un exemple inouï. On donne un exemple, on donne une alerte, c'est rien, on donne un exemple. Et il y a un autre point qui me semble extrêmement important, c'est décrire notre planète, s'émerveiller. Si on avait une planète de merde, mais pourquoi on se battrait? Mais quand tu décris les marquises, on a envie d'y aller et on a envie de le préserver. Donc il faut chanter, il faut être à la fois précis et lyrique. Vous savez, regardez ce qui se passe avec... Parce que un de tes héros, c'est aussi un des miens, c'est Galène, qui dit « Le divers décroît, là est le grand péril terrestre contre lequel il faudra lutter, mourir peut-être. » Donc c'est Galène. C'est pareil pour les langues. Si on me disait « Tu n'as plus le droit de parler français, mais tu auras le temps d'apprendre l'espagnol, le russe, n'importe quelle langue. » J'aurais échangé un univers contre un autre univers. Mais si on me dit « Il n'y a plus de français,
Mais il y a les 400 mots qui permettent non pas de vivre, mais de survivre. Mais là, c'est la mort. C'est comme si on me disait, tu abandonnes la nourriture, la gastronomie, le vin, pour juste des pilules et du goutte à goutte. C'est ça l'affaire. C'est la joie de vivre, c'est le goût de vivre. Et le goût de vivre, c'est la différence. J'ai écrit une histoire qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'est absolument pas autobiographique. C'est l'histoire de Don Juan. Il se réveillait et toutes les femmes étaient pareilles. Mais il y a 1000 choses à faire, à tous les âges, sans arrêt, expliquer, et puis prouver, et puis des petits débats, si vous voulez. Moi, je trouve extraordinaire ce que fait Rabi, mais en même temps, il faut voir qu'il y a des tailles énormes. Je suis effrayé par des transitions, notamment démographiques. On travaille avec Guylain de Marcilly sur un certain nombre de lieux qui sont des fragilités terribles. Quand vous voyez que la ville de Bamako, la moitié de la population a moins de 14 ans et demi, quelle est l'espérance fournie? Quelle est l'espérance fournie? Donc, et ce n'est pas vrai dans le reste de l'Afrique. Donc, moi, quand on me dit « j'aime l'Afrique », mais de laquelle parle-t-il? Il y a 54 pays. Je déteste les idées générales. Je hais les idées générales. Je hais les idées générales. Et plus ça va, plus je me bats pour la culture générale. Voilà. Et mon rêve serait qu'il y ait un seul bac et pas des options dès le CP. Un bac commun. Ça, c'est pas vrai qu'il y a une culture littéraire et une culture scientifique. C'est la même. Ça s'appelle la curiosité. Ça vient d'un mot latin qui veut dire le soin, comme dans cure, curatif. Soyez curieux, ayez une seule culture. Et après, vous faites des options. Mais quand on voit des gamins à qui on offre une option, c'est une fois de plus une dette, c'est-à-dire une prime à l'aveuglement pour ne pas avoir le courage que quelque chose ne marche pas. À ce bac lettres et sciences, il faudrait rajouter un petit peu de beaux-arts quand même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'enseignement d'aujourd'hui. D'ailleurs, s'il faut faire quelque chose, si vous êtes des nouveaux Aquitains, enfin si vous appartenez à cette région, sachez que vous faites un petit peu, parce que la Nouvelle-Aquitaine soutient un projet que je défends en ce moment, et qui est un projet culturel et pédagogique. L'idée, c'est que j'arme un navire que j'appelle le bateau atelier, et ce bateau atelier va accueillir un équipage original qui sera composé d'artistes, d'écrivains, de philosophes et de chercheurs, et qui ensemble vont travailler, vont produire un autre regard sur le monde, sur sa diversité, dont le maître était Victor Ségalen, qui chantait Le Divers, et également sur la biodiversité dans laquelle cette diversité humaine se développe. Et ces réflexions, ces productions, ces créations seront diffusées en priorité vers un jeune public, puisque c'est tourné vers les écoles, les collèges et les lycées. Et on a expérimenté ça dans un autre type d'océan, puisque c'était le Sahara ces dernières années, avec des chercheurs de l'IRD, et on avait sélectionné des écoles d'Agadez, de Tombouctou, de Bamako, de Niamey, et il se trouve que c'était avec une autre région de France, puisque c'était avec Sciences Po Toulouse que je faisais ça, et on avait choisi, alors le principe du programme éducatif, je pense, moi je suis convaincu que c'est par l'éducation que les choses se feront, d'apprendre à nos enfants que l'accomplissement ne passe pas forcément par une réussite financière à court terme, mais que on avait choisi une thématique dans le Sahel qui était assez prégnante, puisque c'était la thématique de l'eau. Et les professeurs et chercheurs avaient rédigé des petites fiches thématiques, et les artistes africains et moi-même, on avait illustré ces fiches, et on avait proposé aux professeurs et aux élèves de s'exprimer sur ces thématiques, mais avec les outils de la création artistique qui vont du dessin classique à la peinture, au dessin sur ordinateur si on en a, au chant, à la chorégraphie, au théâtre, à la poésie. Et je peux vous dire que ça a extrêmement bien marché des deux rives de la Méditerranée,
où les élèves, justement, et les professeurs me l'ont dit, c'était une façon attrayante d'aborder la connaissance de l'autre et la connaissance de la nature. Voilà, c'est une action que je mène et que vous menez avec moi. Voilà. Alors, et pour finir peut-être, puisqu'on est à Saint-Émilion, je voudrais vous dire en 2 mots pourquoi j'aime tant le vin. En 2 mots. C'est que je me suis toujours demandé comment décrire le vin. Et je connais les batailles, parce que je suis économiste et que donc nous avons des réflexions à l'Académie du vin. Et donc on voit aussi la bataille menée par l'homogène, la diminution de la diversité, la simplicité. On me dit sans arrêt la langue française, mais elle est trop compliquée. Quand je vais dans les classes, je leur dis « Ah ouais, c'est compliqué comme le foot ». Mais monsieur, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je rends le foot, je peux rendre le foot vachement simple. Ah bon? Comment? Bah, tu mets les mains. Ah ouais, monsieur, mais alors c'est pas le foot? Eh ben, c'est pareil. Je veux dire, évidemment, le subtil, le complexe. Mais c'est ça le plaisir. Alors, qu'est-ce que le vin? La meilleure définition qui m'a été donnée, c'est par un ami, Bertrand le sait, c'est un ami australien qui avait travaillé chez Guigal et qui me dit « le vin, c'est de la géographie liquide ». Et moi, ce que j'aime tant dans le vin, c'est pas que, et ça serait un cauchemar semblable à celui de Don Juan avec toutes les femmes semblables, c'est qu'il y ait un seul cépage avec des terroirs de synthèse. Et ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un goût de vin, c'est ce dialogue qu'on entend entre le terroir, le cépage, le savoir, le temps qui fait et le temps qui passe petit à petit. C'est ça, ce dialogue-là qu'on entend. Et cette diversité-là, résumée dans une simple gorgée, eh bien, ce soir, je voudrais vous dire merci. C'est pour vous dire que maintenant, c'est fini et, comme on dit, joyeuse et longue soif. Merci beaucoup.